Je m'en vais directement présenter l'orateur du jour. Nous sommes heureux de recevoir le professeur Yves Dadi Botoula Maniala qui va donner cette conférence, qui va l'animer. Et le professeur Yves Dadi Botoula est originaire de la République démocratique du Congo. Il est présentement chercheur associé à l'Institut des ressources minières et environnementales à l'Université de Québec en Atibitibi. Et il travaille sur un projet de révégétalisation d'un site minier actif en Abitibi. Alors, il a commencé d'abord par faire un stage postdoctoral dans cette même université, donc l'Université de Québec en Abitibi, Témiscamingue, qu'on appelle UQAT. Et il est aussi professeur associé à l'Université de Kinshasa, précisément dans la faculté des sciences biologiques appliquées. Non, dans la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Et avant cela, il a fait un baccalauréat en gestion des ressources naturelles à l'Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et après avoir fait son baccalauréat, il est allé faire une maîtrise en sciences du sol et un doctorat en sciences biologiques appliquées à l'Université de Gand en Belgique. Alors, dans le cadre de ses recherches menées à l'IRM, à l'UQAT, il se prépare à soumettre un article sur la modélisation de l'influence de la végétation forestière sur la performance à long terme d'une technique multicouche de restauration d'un site minier abandonné au Québec dans un contexte de changement climatique. Donc, il sera aussi orateur dans les prochains jours à la conférence internationale sur la restauration écologique qui aura lieu dans la ville de Québec, qui se déroulera précisément entre le 11 et le 15 juin 2023. Voilà un peu, donc nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui et il va nous présenter un sujet assez intéressant sur la restauration des sites miniers abandonnés en Afrique et le lien de cette restauration avec l'agenda 2030. Yves Dadi, tu as la parole pour la présentation. Ok, merci Blaise Pascal. Bonjour à tous. Je profite de cette occasion pour remercier le professeur François Roch et le professeur Blaise Pascal Mihigo, tous deux directeurs de l'Observatoire sur l'agenda 2030 de l'Université du Québec à Montréal. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir commencer ce cycle de conférences et je souhaite à tout le monde la bienvenue à ma présentation que je vais partager. J'espère que... Ouais, ça arrive. J'espère que vous voyez l'écran. Oui, le partage fonctionne, je confirme. Parfait. C'est super. OK, je le mets juste en plein mettre en écran. mode plein écran, s'il te plaît. Oui. Et donc, bienvenue à ma présentation intitulée « La restauration des sites miniers abandonnés en Afrique et l'agenda 2030, un impératif pour le développement durable des zones minières ». Alors, je commencerai cette présentation par une introduction. Ensuite, je vous parlerai de l'objectif de la présentation et je m'étendrai un peu sur l'exploitation minière en Afrique, les objectifs de développement durable et l'agenda 2030. Ensuite, je vous parlerai brièvement de la problématique des sites miniers abandonnés, suivi de la restauration des sites miniers abandonnés et sa contribution aux objectifs du développement durable en Afrique. Et je terminerai cette présentation par une conclusion et quelques recommandations. L'utilisation de minéraux et de métaux constitue une condition essentielle à l'évolution de l'humanité et au développement des civilisations, depuis les outils en silex jusqu'aux appareils électroniques les plus sophistiqués. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'exploration minière a commencé depuis longtemps. Ici, en noir et blanc, vous avez une représentation des techniques d'exploration et d'exploitation de ressources minières qui sont tirées de l'ouvrage de
Georgius Agricola, datant de 1556, donc déjà au niveau du XVIe siècle. Et à votre droite, vous reconnaîtrez sûrement là un avion, une éolienne, notamment ici des circuits de composants électroniques, et là une voiture électrique. Donc l'humanité a besoin d'une grande quantité de ressources minérales pour son développement. Et comme vous pouvez le voir sur cet article de Andrew Gurley, qui date de l'année passée, ça fait déjà 100 ans, donc un siècle que l'on produit du cobalt en République démocratique du Congo. Donc l'extraction minière est une activité qui a toujours accompagné l'humanité, et plus spécialement en Afrique. Et c'est vrai que la transition vers des sources d'énergie renouvelables qui devrait en ce temps devenir une réalité dans les prochaines décennies, est un facteur qui poussera à la hausse de la consommation des ressources minières, et cela dans le monde entier. En effet, cette transition énergétique va nécessiter des quantités considérables de ressources minérales, selon Vidal et co-auteur 2013. Et vous pouvez voir sur cet écran où j'explique dans ce tableau que de l'année 1965 jusqu'à l'année 2019, on remarque qu'il y a une constante évolution de la consommation énergétique primaire. Et cela va réclamer une grande quantité de ressources minérales. L'objectif de cette présentation, c'est en soi de vous donner un aperçu général des questions relatives à la restauration des sites miniers abandonnés en Afrique dans le contexte des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030 en vue de promouvoir le développement durable des zones minières après la fermeture de la mine. En effet, le continent africain détiendrait environ 30% des réserves mondiales de minéraux et produirait autour de 60 minéraux et métaux. Tel que vous pouvez le voir sur cette image, la plupart des pays africains produisent soit du pétrole, soit du gaz, soit des métaux précieux, soit du charbon, des pierres précieuses, des métaux et de l'uranium. Donc, la plupart des pays africains sont parmi les principaux fournisseurs de ces différentes ressources minérales. En effet, le secteur minier génère des milliards de dollars en revenus chaque année pour de nombreux pays africains grâce à l'exportation des ressources minières. Ici, dans cette figure, vous pouvez voir que les pays africains exportent une grande quantité de métaux et minéraux, notamment l'or, le cuivre, le fer, ainsi que le diamant, mais également des ressources énergétiques, des hydrocarbures, tels que le pétrole et le gaz. Et vous pouvez voir sur cette figure que cela est largement partagé entre les différents pays africains et les différents groupes régionaux. Bien que nous ayons eu à présenter l'importance des activités minières et de l'industrie minière, il est à noter que l'industrie minière fait face à différents enjeux d'ordre économique, environnemental et social qui sont associés à la notion de développement durable. Juste pour vous donner un petit rappel, le développement durable est défini comme un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans pourtant compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, selon le rapport Brundtland. Donc là, nous avons, pour ce qui concerne le concept de développement durable, 3 dimensions. Nous avons la dimension de l'environnement, la dimension de l'économie et la dimension de la société. Pour ce qui concerne l'environnement, il s'agirait principalement de préserver les espaces, la diversité des espèces et économiser les ressources naturelles et énergétiques, qui sont même le point de notre présentation. Ensuite, du point de vue économique, il s'agit, entre autres, pour les pays de créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielle des populations. Et ceci en vue de satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi,
et prévenir l'exclusion, favoriser la solidarité et l'égalité entre les différentes générations. Voilà, en résumé, ce qu'est le développement durable. En septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté le programme intitulé « Transformer le monde », programme de développement durable à l'horizon 2030. Et de cette assemblée, 17 objectifs appelés objectifs de développement durable ont été présentés. Nous avons l'objectif de développement durable 1, qui s'intitule « Pas de pauvreté », l'ODD 2, fin zéro, l'ODD 3, bonne santé et bien-être, le 4, éducation de qualité, 5, égalité entre les sexes, 6, eau propre et assainissement, 7, énergie propre et d'un coût abordable, 8, travail décent et croissance économique, 9, industrie, innovation et infrastructure, 10, réduction des inégalités, 11, ville et communauté durable, 12, consommation et production responsable, 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, 14, vie aquatique, 15, vie terrestre, 16, paix, justice et institutions efficaces, et 17, promouvoir des partenariats pour la réalisation de ces objectifs. Les 17 ODD que je viens de présenter et leurs 169 cibles nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, la dégradation de l'environnement, le besoin de prospérité, de paix et de justice. L'Agenda 2030 est donc un programme universel pour le développement durable qui porte l'ambition de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités et en assurant sa transition écologique et solidaire à l'horizon 2030. Donc, ces 17 ODD représentent un programme complet d'action pour l'inclusion sociale, la durabilité environnementale et le développement économique. L'industrie minière, grâce à sa forte présence et ses activités étendues, entretient des liens étroits avec les 17 objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies, notamment l'ODD 1 sur l'éradication de la pauvreté, l'ODD 6 pour une eau saine, l'ODD 15 sur la vie sur Terre, l'ODD 7 pour une source d'énergie propre et abordable, l'ODD 13 qui concerne l'action climatique, l'ODD 8 pour la promotion d'un travail décent et de la croissance économique, l'ODD 9 qui concerne l'industrie, l'innovation, les infrastructures, ainsi que l'ODD 16 qui renferme la paix, la justice et ainsi que la présence d'institutions fortes. Et dans ce cadre, le Columbia Center on Sustainable Investment ainsi que d'autres partenaires ont établi en 2016 une cartographie de l'exploitation minière en fonction des objectifs de développement durable. Ils ont formé une forme d'atlas et j'inviterai ceux qui sont intéressés par la chose à pouvoir consulter cet atlas. Et 4 années après, le même centre a produit un état des lieux de la situation en 2020 des activités minières et des objectifs de développement durable. Cependant, les activités minières engendrent des impacts environnementaux qui peuvent affecter négativement les populations avoisinantes. En effet, l'activité minière peut déséquilibrer les milieux naturels de plusieurs manières, soit par la transformation des paysages, tel que vous pouvez le voir sur ces différentes images. Ici, vous avez par exemple en République démocratique du Congo une transformation du paysage où vous avez pratiquement ici un paysage lunaire. Vous avez également le dépôt des déchets solides ainsi que des effluents liquides, tels que vous pouvez le voir ici sur
cette photo au niveau du Brésil où vous avez un cours d'eau qui devient rougeâtre, ainsi que aussi le rejet des fluents atmosphériques, notamment ici en Nouvelle-Calédonie, où nous avons également ce phénomène d'érosion et de particules de poussière qui vont dans l'atmosphère. Au fil des décennies, des entreprises minières ont laissé derrière elles une multitude de sites miniers abandonnés à travers le monde. Mais qu'est-ce qu'on entend par site minier abandonné? Un site minier est considéré abandonné si on ne peut identifier de propriétaire solvable autre que le gouvernement pour ce qui concerne les installations de la mine ou encore si les installations ont été rétrocédées à l'État. On retrouve également d'autres expressions pour pouvoir désigner ces sites miniers abandonnés, tels que sites orphelins, sites rétrocédés, sites inactifs, sites fermés, délaissés et autres, pour faire référence à des sites miniers qui ne sont plus en opération. Donc là, vous avez des entreprises minières qui ont exercé des activités pendant un certain nombre d'années. Et ensuite, lorsque la quasi-totalité du gisement a été exploitée ou bien que les activités minières n'ont plus un rendement économique acceptable, eh bien, ces sites miniers sont généralement abandonnés après le départ des compagnies minières, laissant donc cet environnement qui est dégradé et souvent contaminé. Et en ce qui concerne les sites miniers abandonnés, il y a 4 pays qui possèdent le plus grand nombre de ces sites. Il s'agit du Japon, qui compte environ 5000 sites miniers abandonnés, du Canada, qui en compte le double, de l'Australie, qui en compte 60 000, et des États-Unis, qui comptent le plus grand nombre de sites miniers abandonnés, soit, tenez-vous bien, 500 000 sites miniers abandonnés. Et si je voudrais faire une comparaison par rapport aux sites miniers qui sont actuellement actifs, il y a environ juste 14 000 sites miniers qui sont actifs aux États-Unis contre 500 000 sites miniers abandonnés. Donc, vous comprenez par là que l'activité minière a une empreinte importante sur l'environnement. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, nous remarquerons que pour l'Afrique tout entière, il y a environ que 6 000 sites miniers abandonnés pour tout le continent. Ce qui, d'une certaine manière, permet de pouvoir espérer à des actions plus favorables à l'environnement. Ici, je vous présente une carte qui répertorie le nombre de sites miniers abandonnés aux États-Unis. Comme vous pouvez remarquer, tous ces points que vous voyez là, ce sont des sites miniers abandonnés qui ont en leur temps produit du cuivre, de l'or, du fer, du plomb, du zinc, de l'uranium, de l'argent et d'autres, du plomb et d'autres éléments importants. Et donc, vous pouvez remarquer que il y a une quantité considérable de sites miniers abandonnés aux États-Unis. Et lorsque nous allons au niveau de l'hémisphère sud, plus précisément en Australie, ici, vous avez également une carte qui vous présente en bleu les sites miniers dits abandonnés ou inactifs. Et en rouge, vous avez les sites miniers actifs. Et donc, il va sans dire que le nombre de sites miniers abandonnés est bien plus élevé par rapport aux sites miniers actifs. Ainsi, les sites miniers abandonnés ont souvent un lourd passif environnemental avec des effets négatifs sur les milieux physiques, biologiques et humains. Plus en détail sur le milieu physique, vous avez des émissions de poussière et de gaz, une modification du paysage et du relief, des pertes de terre, des phénomènes d'érosion, de lessivage des sols, de modification de la structure des sols, des incidents sur la qualité des eaux par l'apport de substances polluantes, nocives et toxiques,
ainsi que la modification des aquifères ou des eaux souterraines et des niveaux de cours d'eau et des plans d'eau. Sur le milieu biologique, les sites miniers abandonnés à travers le monde entraînent généralement une perte d'habitat de la faune sauvage, une perte de la biodiversité. Ces sites miniers constituent généralement des menaces et des préjudices pour divers habitats des animaux, ainsi qu'une gêne et une obstruction des interactions naturelles entre les divers systèmes écologiques, notamment l'isolation des populations, la mise en péril ou rupture des migrations animales. On observe également des incidences sur la qualité des eaux par l'apport de substances polluantes, nocives et toxiques dans le milieu biologique, ainsi que la production des déchets. Sur le milieu humain, on constate une consommation, dégradation ou disparition des superficies à vocation d'habitat ou récréatif. Ces sites miniers présentent également des risques pour la santé humaine, notamment en provoquant des maladies respiratoires et en présentant des risques d'intoxication dus notamment à des produits toxiques qu'on retrouve dans ces milieux, notamment le mercure, qui sert au traitement de l'or, et ainsi que la perturbation de l'interaction entre l'homme et la nature, ainsi qu'au déplacement des populations qui ne peuvent plus bénéficier des différents services écosystémiques de l'environnement qui a été dégradé. Pour vous donner un peu une illustration, le Québec compte 499 sites miniers abandonnés pour des dommages qui totalisent plus d'1 milliard de dollars. Et aujourd'hui, l'État québécois tente de réparer les dégâts. Donc, vous remarquerez par cette image qu'on a ici un déversement de produits toxiques. C'est ce qu'on appelle généralement en termes techniques du drainage minier acide, qui entraîne une concentration de métaux lourds, une diminution du pH, c'est-à-dire une augmentation de l'acidité, et vous serez d'accord avec moi qu'il serait difficile que dans ce milieu rougeâtre et acide, que les poissons, par exemple, puissent se développer ou que la vie en général puisse se développer. Donc, il s'agit effectivement d'un lourd passif et d'une empreinte négative sur l'environnement. C'est dans ce cadre qu'au niveau du Québec, la restauration des sites miniers a été la raison d'être de l'Institut de recherche en mines et environnement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, où je travaille présentement. En effet, au Québec, on estime que la restauration des sites miniers abandonnés coûtera entre 750 millions et 1,2 milliard de dollars. Et ici au Québec, environ 70% de ces sites miniers abandonnés sont situés en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. L'Institut de recherche en mines et environnement, UQAD Polytechnique, met en œuvre un programme conjoint de recherche et d'enseignement unique au Canada qui traite de cette problématique, notamment de la restauration des sites miniers. Créé en collaboration avec l'UQAD, Polytechnique Montréal, ici partenaire industriel, l'IRM vise le développement de solutions environnementales pour l'ensemble du cycle de vie d'une mine. L'IRM forme également un important contingent d'étudiants au cycle supérieur spécialisés dans le domaine des mines et de l'environnement. Ceux qui s'intéresseraient à l'Institut de recherche en mines et environnement sont priés de consulter le site web irme.ca pour avoir plus d'informations sur le sujet. Ainsi, pour atténuer les impacts négatifs des sites miniers abandonnés sur l'environnement et les populations riveraines, différentes interventions peuvent être envisagées. En présence de sites miniers abandonnés, on peut procéder soit à un nettoyage écologique de ces sites, soit à une restauration écologique, soit à une réhabilitation, soit permettre à ce que la régénération naturelle ait lieu, ou bien
procéder à une réallocation du site. Dans les diapositives qui vont suivre, je vais essayer d'expliquer brièvement la différence entre ces différentes interventions. Commençons d'abord par le nettoyage écologique, qu'on appelle en anglais ecological cleaning. Il consiste à nettoyer des aires dégradées, des éléments physiques ou de composants qui sont des sources de pollution et de dégradation. Il s'agit en fait d'une phase préliminaire qui doit être menée avant toute entreprise de restauration, de réhabilitation ou encore de réallocation. Mais souvent, ce processus en termes techniques est assimilé à tort au processus de réhabilitation que nous allons voir plus tard. En ce qui concerne la restauration écologique, qui est appelée en anglais Ecological Restoration, il s'agit d'un processus dont l'objectif consiste à remettre un écosystème dégradé dans sa forme initiale, c'est-à-dire la forme que cet écosystème avait avant que les activités minières puissent commencer sur le site. Ensuite, on va parler de la réhabilitation qui, elle, doit permettre à un écosystème ayant subi une dégradation, et ici, c'est dû aux activités minières, de retrouver ses fonctions essentielles qui lui permettront de bénéficier d'un équilibre naturel, même si ce dernier fait évoluer cet écosystème vers des dynamiques et des formes alternatives. Donc, dans le cas de la réhabilitation, il s'agit d'amener l'écosystème à pouvoir trouver un équilibre, mais il ne sera peut-être pas possible de pouvoir revenir à la situation avant les activités minières. Par contre, la régénération naturelle ou récupération écologique consiste ici à avoir un écosystème qui, une fois libéré des facteurs de stress qui ont contribué à son altération, va débuter une succession progressive de phases de régénération naturelle. Donc, ici, l'écosystème va entamer un processus spontané de recomposition qui est souvent limité par des dégradations subies. Donc, en termes simples, ici, on va laisser à la nature faire son travail tranquillement. Alors, dans le cas où les précédentes interventions ne sont pas possibles, là, on va procéder à ce qu'on appelle la réallocation. En anglais, on dit land reclamation or land replacement. Alors, la réallocation désigne une série d'actions conduisant à assigner à un écosystème dégradé une biodiversité, un fonctionnement et un nouvel usage sans rapport écologique avec l'écosystème avant dégradation. Donc là, il s'agit carrément de transformer le site et de lui donner une nouvelle fonction. Ici, vous avez en bref un aperçu des différentes interventions qui sont effectuées après que les activités minières aient cessé dans une zone. Et ce graphique est tiré d'un document intéressant de la Société pour la restauration écologique qui s'intitule en anglais « International Principles and Standards for the Ecological Restoration and Recovery of Mine Sites ». Donc là, il s'agit d'un numéro spécial qui a été publié en 2022 qui reprend les différents principes et les différentes stratégies pour la restauration écologique et notamment la réhabilitation des sites miniers abandonnés. Cette carte que vous voyez devant vous présente quelques sites miniers à travers le monde qui ont bénéficié d'un processus de réallocation. Vous pouvez voir ici au niveau de l'Amérique du Nord, là c'est au niveau de l'Europe, ici c'est un peu au niveau de l'Asie du Sud-Est et là nous avons l'Océanie. Ici en Afrique, vous remarquez qu'il y a juste quelques points au niveau de l'Afrique du Sud et aussi quelques points en Amérique latine. Donc nous pouvons voir clairement sur ce site sur cette carte que l'Afrique et l'Amérique latine
présente notamment le plus faible nombre de ces sites miniers restaurés. Pendant que l'on sait que l'activité minière est très présente en Afrique notamment, comme nous l'avons présenté précédemment. Cependant, la recherche sur la restauration des sites miniers abandonnés en Afrique est encore à un stade embryonnaire. Ici, je vous présente une publication intitulée « Progresses in Restoration of Post-Mining Landscape in Africa » de Festine et co-auteur, qui a été publiée en 2019 et qui fait en quelque sorte une cartographie des différentes études sur les sites miniers abandonnés. Et vous pouvez remarquer dans ce tableau qu'ils ont répertorié à peine 6 études en République démocratique du Congo, 3 études en Afrique du Sud, 2 études au Kenya, 3 études au Ghana, 2 études en Zambie, 2 études au Zimbabwe, 1 étude au Rwanda et 1 étude au Maroc. Donc, ceci montre à suffisance que la problématique de la restauration des sites miniers abandonnés n'est pas largement abordée en Afrique. Et pourtant, le nombre de sites miniers abandonnés en Afrique, leur superficie et l'état actuel doivent être déterminés pour qu'on soit capable de développer et appliquer des plans de restauration efficaces. Ici, vous avez notamment une publication de l'UNESCO de 2019 intitulée « Mapping and Assessing Environmental Hazards of Abandoned Mines in Sub-Saharan African Countries ». Ici, comme vous pouvez brièvement le voir à l'écran, vous êtes ici en présence d'un site minier abandonné, notamment par l'industrie ou la compagnie minière qui exerçait ses activités ici. Et maintenant, après l'abandon de ces sites, vous avez maintenant les populations locales qui retournent sur ce site minier abandonné pour pouvoir extraire le peu de minéraux, notamment ici, c'est l'or, et essayer de pouvoir trouver des sources de revenus. Étant donné qu'il s'agit d'un site minier abandonné où ces populations qui étaient par le passé employées par la mine se retrouvent maintenant dépourvues après le départ de la mine. Et là, maintenant, ces populations essaient de trouver des alternatives en retournant sur ces sites miniers. Mais le problème, c'est que ces sites miniers présentent différents types de risques tels que nous les avons énumérés. Et donc, il est important que nous puissions développer au niveau du continent africain des recherches sur les sites miniers abandonnés. Et dans cette première publication, l'UNESCO a montré que la plupart de ces sites miniers abandonnés présentaient des risques, notamment de pollution, et empêchaient des activités telles que des activités agricoles et d'élevage. Donc, il s'agit effectivement d'un problème sérieux en Afrique. Et ici, vous avez notamment une publication du Fonds mondial pour la nature d'Afrique du Sud qui est intitulée « Review and Analysis of the Mine Closure and Financial Provision for the Environmental Rehabilitation Regime in South Africa ». Donc, l'Afrique du Sud, qui est aussi reconnue comme étant un pays à forte activité minière, s'intéresse de plus en plus au processus de restauration de ces sites miniers abandonnés. Donc, la restauration des sites miniers abandonnés est une contribution importante au processus de restauration et de remise en état des terres dégradées dans le monde. Selon le panel des experts en ressources naturelles, environ 25% des terres du globe sont dégradées. Et pour pouvoir remédier à cette situation, 3 stratégies principales pour assurer un monde neutre en matière de dégradation de terres en vue de conserver au maximum le capital naturel ont été établies. Il s'agit premièrement d'éviter la dégradation des terres, de limiter la dégradation des terres ou d'inverser cette dégradation.
La dégradation des terres peut notamment être évitée en luttant contre des facteurs de dégradation et en prenant des mesures pour prévenir l'altération de la qualité des terres non dégradées et favoriser la résilience de celles-ci, au moyen de pratiques de réglementation, de planification et de gestion appropriée. Tandis que dans la stratégie de limiter, il s'agira ici de faire que la dégradation des terres soit limitée sur les terres agricoles et forestières, notamment par le recours à des pratiques de gestion durable, notamment la gestion durable des terres et la gestion durable des forêts. Et en troisième option, nous avons ce qu'on appelle l'inversion. Alors, dans certains cas, une partie, mais rarement l'intégralité, du potentiel productif et des services écologiques des terres dégradées peut être restaurée ou remis en état par une contribution active au recouvrement des fonctions écosystémiques. Donc, ces trois niveaux de stratégie pour préserver les terres sont notamment importants pour les activités minières parce qu'on peut utiliser le processus d'évitement avant que l'activité minière puisse prendre place. C'est ce que vous voyez ici en anglais qui est écrit before mining. On peut limiter les effets de la dégradation des terres durant l'activité minière, écrit ici en anglais during mining. Et ensuite, on peut, par la restauration du site, inverser la dégradation des terres en augmentant le potentiel productif et en restaurant le site après la fermeture et l'achèvement des activités minières. La décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, qui a été déclarée pour la période de 2021 à 2030, va contribuer à lutter efficacement contre les urgences environnementales actuelles. En effet, la restauration des écosystèmes est fondamentale pour atteindre les objectifs de développement durable, en particulier ceux sur le changement climatique, l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'eau et la conservation de la biodiversité. Donc, cette restauration pourra aussi induire une transformation qui contribuera à la réalisation des 17 objectifs de développement durable désignés par les Nations Unies en 2015 et dont les objectifs définis devront être atteints en 2030. La restauration et la remise en état des terres représentent l'une des trois stratégies fondamentales pour atteindre l'ODD 15 que vous voyez dans ce schéma intitulé Vie terrestre et en particulier atteindre la cible 15.3 de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres. Ainsi, l'ODD 15 favorise l'utilisation durable des ressources terrestres pour assurer notamment la production alimentaire durable, des pratiques agricoles résilientes et une utilisation efficace des ressources naturelles. La restauration des sites miniers abandonnés apporte une contribution à la restauration et à la remise en état des terres dégradées, particulièrement dans les zones minières. Ainsi, le domaine minier a aussi un rôle important à jouer en matière de restauration et de remise en état des terres dans le cadre de l'ODD 15. La restauration minière contribuera largement à soutenir les approches de développement durable des opérations minières en réduisant leurs effets négatifs sur l'environnement et les communautés locales, tels que présentés brièvement sur ce schéma. Donc, quand on veut faire le lien entre l'exploitation minière et la vie terrestre, il s'agira ici d'une intégration au cœur du métier, c'est-à-dire atteindre un impact positif net ou sans perte nette des terres, ainsi que préserver les services écosystémiques. Et pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle une collaboration et un effet de levier, notamment en soutenant les projets qui créent un lien entre les communautés et la biodiversité, en encourageant la planification au niveau du paysage, en restaurant les habitats historiques et en participant activement aux efforts, notamment de reboisement, et en participant aux initiatives de recherche. Nous reviendrons sur cela plus tard. Ici, je vous présente une revue qui s'appelle Ressources, Mines et Industries,
qui parle des différents aspects de l'activité minière au Québec. Et là, ici, en 2019, vous avez un numéro spécial qui a été consacré notamment à la restauration et à la réhabilitation des sites miniers abandonnés. Donc, c'est une preuve que la problématique des sites miniers abandonnés est notamment prise à cœur au Québec. Et par là, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a établi ce qu'on appelle des plans de travail de restauration des sites miniers abandonnés. Ici, vous avez notamment le plan de travail 2019-2020. Ici, c'est le plan de travail 2020-2021 et là, le plan de travail 2021-2022. Donc, le gouvernement du Québec est vraiment impliqué dans la restauration des sites miniers abandonnés afin de réduire le passif environnemental des activités minières passées qui ne tenaient pas compte de l'environnement ou des normes environnementales. Ici, je vous présente un exemple de restauration de sites miniers abandonnés. Ici, il s'agit du site minier Manitou en Abitibi, qui est considéré comme l'un des sites les plus pollués de l'Amérique du Nord. Et ici, comme vous pouvez le voir sur cette photo, eh ben, on a commencé à procéder lentement à une revégétalisation de ce site minier abandonné. Ici, vous avez tout autour la zone forestière qui est encore intacte du site. Et là, bien sûr, vous pouvez voir la différence entre la végétation au niveau du site et la végétation forestière. Donc, ça, c'est notamment l'exemple de l'empreinte écologique des activités minières passées sur le site Manitou. Ici, je vous présente notamment ce qu'on appelle le site Barrevue au Canada. Et là, vous avez ici une présentation de la situation avant la restauration du site Barrevue. Ici, vous avez les travaux de restauration qui ont été menés. Et là, vous avez le résultat après la restauration du site. Donc, là, il s'agit petit à petit, comme je l'ai dit précédemment, de pouvoir donner au site une seconde vie en restaurant petit à petit les différents services écosystémiques du site. Ainsi, dans le cadre de mes recherches, je vais présenter à la conférence internationale sur la restauration écologique qui aura lieu dans la ville de Québec du 11 juin au 15 juin. Je ferai une présentation en anglais intitulée « Modeling the Influence of Forest Vegetation and Climate Change on the Long-Term Performance of a Cover with Capillary Barrier Effect used to Control Acid Mine Drainage at the Lorraine Mine Site ». Donc, si je dois faire brièvement la traduction, il s'agira, dans le cadre de cette conférence, de présenter mes résultats sur la modélisation de l'influence de la végétation forestière et des changements climatiques sur la performance à long terme d'une couverture avec effet de barrière capillaire qui est utilisée pour contrôler le drainage minier acide sur un site minier abandonné, notamment ici le site minier Lorraine. Il s'agira notamment ici d'une présentation avec comme co-auteurs Bruno Bussière, Marie Guitoni et Gwendoline Auton. Bruno Bussière et Marie Guitoni sont notamment les superviseurs des différents projets sur lesquels j'ai eu à travailler tant dans le cadre de mes activités postdoctorales qu'en tant que chercheur associé. Et ce sont les éditeurs d'un ouvrage de référence sur la restauration des sites miniers et la prédiction et la gestion du drainage minier acide. Et j'encourage ceux qui sont intéressés à pouvoir consulter cet ouvrage de référence qui leur présentera notamment les aspects techniques de la restauration des sites miniers. Et ici, comme vous pouvez le voir sur la couverture, il s'agit du site minier abandonné de Manitou
que je vous ai présenté auparavant et qui actuellement est en restauration active. En conclusion, je dirais que la restauration des sites miniers abandonnés en Afrique est encore à un stade embryonnaire. Pourtant, cette restauration est fondamentale pour que les pays africains à fortes activités minières atteignent les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030, particulièrement dans les zones minières délaissées. Cette démarche de restauration contribuera largement à concilier l'exploitation minière, qui est une activité essentiellement économique, avec les exigences de protection de l'environnement et d'équité sociale. L'activité minière en Afrique doit non seulement contribuer à l'économie des pays africains, mais aussi être soucieuse de la protection de l'environnement dans une perspective d'équité sociale pour le bien-être des communautés locales. La conciliation entre l'expansion des activités minières en Afrique et les exigences du développement durable ressemble quelque peu à la quadrature du cercle et plusieurs questions persistent en matière d'opérationnalisation du concept de développement durable dans le secteur minier. Je finirai cette présentation par quelques recommandations. Les pays africains doivent disposer d'un meilleur encadrement juridique des activités minières en vue de la protection de l'environnement. Ainsi, des efforts doivent être faits pour un bon suivi de la mise en œuvre de ces dispositifs juridiques de protection de l'environnement et de restauration des sites miniers abandonnés. Il sera important que des fonds de réhabilitation ou de restauration des sites miniers puissent être mobilisés, notamment par les compagnies minières œuvrant sur le continent africain, afin d'assurer la restauration des sites après la cessation des activités d'exploitation de la mine. Des projets multidisciplinaires autour de la restauration des sites miniers abandonnés en Afrique doivent être conçus et menés, notamment avec l'appui des différentes parties prenantes, des gouvernements, des compagnies minières, des universités, des centres de recherche, des communautés locales, des organismes non gouvernementaux et autres partenaires. Je vous remercie de votre attention et je suis plus que disposé à pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Écoutez, vous m'avez devancé, j'allais vous proposer de fermer le partage d'écran. Donc, vous avez vu que plusieurs personnes se sont jointes à nous durant la période consacrée à votre présentation. Donc, écoutez, j'en profite pour saluer et souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes et je me tourne vers les participants là, pour la prochaine période de questions. En principe, la conférence se termine vers 14 heures, ce qui nous laisse là, facilement plus de 30 minutes là, pour la période de questions. Donc, qui veut briser la glace? Personnellement, j'aurai quelques questions à vous poser, mais je me tourne d'abord vers les participants. Donc, moi, je veux bien commencer parce que je dois partir. Malheureusement, j'ai une autre réunion. Parfait. Pamela, tu as la parole. À toi. Bonjour, Pamela. Alors, enchantée, Pamela Berton, je suis enseignante-chercheur en sciences politiques à l'Université des Antilles. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment très stimulante. C'est un sujet que je connais moins, mais vraiment, merci beaucoup. Et j'aimerais d'ailleurs, je rebondis je donne un cours sur la politique et la gestion de la biodiversité. Donc, si c'est possible, échanger le mail pour vous faire intervenir via Zoom dans le cadre d'un de mes cours pour parler de ça, parce que je trouvais ça très intéressant. Et je voudrais juste une petite question, en fait, que je me pose, parce que je donne un cours sur l'introduction aux théories de l'écologie politique. C'est vrai que c'est très intéressant la restauration, et c'est une question peut-être plus générale, mais à savoir, est-ce que ce n'est pas un argument que peuvent utiliser finalement les compagnies minières pour dire ben oui, ok, je pollue, mais regardez, j'ai restauré. Et finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. Je vous prends ça comme exemple puisque je vois certains étudiants avec leurs bouteilles en plastique et qui me disent oui, madame, de toute façon, c'est recyclé, donc on peut y aller, on y va, on fait le recyclage. Et donc finalement, on ne traite pas l'origine du problème
Et donc, voilà, c'est un questionnement que je me suis posé en vous entendant en lien avec des réflexions que j'ai eues avec les étudiants. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pamela. Ce que je propose de faire, comme tu dois quitter bientôt, c'est exceptionnellement, je vais inviter Yves Dady à répondre immédiatement, mais par la suite, pour les autres questions, peut-être qu'on peut prendre un groupe de 4-5 questions, puis ensuite vous donner l'occasion de répondre, Yves Dady. Parfait. Merci, Pamela, pour ta question. Effectivement, comme tu le dis, c'est sûr que quand on parle d'activité minière, il y a plusieurs controverses autour de cela. Il y a ceux qui sont carrément pas d'accord qu'il y ait des activités minières qui puissent qui puissent commencer dans certaines zones, notamment des zones sensibles du point de vue de la biodiversité et tout. Donc, il y a vraiment certains qui pensent que les activités minières sont comment dire, vraiment nuisibles à l'environnement et donc ils ne devraient carrément pas avoir ce type d'activité. Et d'autre part, vous avez ceux qui disent que nous avons besoin de tous ces métaux précieux, notamment pour nos téléphones, pour nos ordinateurs portables. En fait, tout ce qui nous entoure dans la vie est constitué notamment de ces métaux précieux. Et ça a toujours été le cas depuis des siècles. Et donc, il est difficile présentement de pouvoir arrêter complètement les activités minières. Autrement, il faudrait trouver des alternatives. Et pour l'instant, on n'a pas toutes les alternatives. Donc, c'est pour ça que la restauration minière, pour moi, ce n'est pas nécessairement un échappatoire, mais c'est plus, comment je peux dire, un compromis entre une activité minière complètement déréglée qui ne tient pas compte de l'environnement. Et là, comme je peux vous dire, vous avez vu lors de ma présentation, je vous ai présenté le cas notamment des États-Unis où vous avez plus de 500 000 sites miniers abandonnés. Vous voyez, en tout cas, c'est une catastrophe quelque part environnementale. Et donc, il y a plusieurs pays qui sont dans ces conditions. Et là, justement, c'était parce que l'objectif était juste économique, juste d'exploiter pour exploiter, et donc on ne tenait pas compte de l'environnement. Mais aujourd'hui, on se rend compte du lourd passif minier ou du lourd passif environnemental de ces activités minières. Et donc, on ne peut plus continuer à refaire la même chose. Il faudrait penser à d'autres, disons, à d'autres avenues pour pouvoir limiter les effets des activités minières. Et donc, comme je voulais montrer dans un schéma, il y aura de plus en plus de besoins en termes de métaux, notamment pour la transition énergétique et tout le reste, qui vont demander de plus en plus de métaux. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces métaux-là? Et donc, il s'agit vraiment, moi j'appelle ça pratiquement la quadrature du cercle, parce que c'est un peu ça le problème avec les activités minières. En même temps, nous en avons besoin, mais en même temps, il y a ces effets sur l'environnement. Donc, moi je trouve que pouvoir appliquer certaines normes environnementales, certaines réglementations et favoriser la restauration de ces sites miniers constitue pour moi un compromis justement entre la cessation complète des activités minières qui, selon moi, n'est pas très réaliste. Je ne vois pas personnellement comment dans les décennies qui arrivent avec l'explosion démographique, avec l'explosion en besoin de tous ces éléments minéraux, comment d'un coup les activités minières pourront cesser. Pour l'instant, la science n'a pas encore présenté d'alternative. Donc, je pense que ce qui serait plus réaliste pour l'instant, c'est que ces activités minières soient encadrées, notamment au niveau des gouvernements qui doivent tenir compte de ces trois aspects. Donc, quand je parlais, l'aspect environnemental, l'aspect économique et aussi l'aspect social. Voilà ce que je peux dire brièvement. Merci beaucoup, Yves Dady. Donc, oui, Pamela, tu voulais réagir du tac au tac, puis ensuite, je vais faire une tournée là, parce qu'il y a certaines questions qui ont été posées sur le chat et je vois qu'il y a des mains levées également. Donc, Pamela, tu veux réagir tout de suite? Ah, Pamela nous a quittés. Peut-être qu'elle annonçait qu'elle devait partir. Je me tourne d'abord vers le chat et je vois qu'il y a une question qui est posée par notre collègue Alain Parfait. Existe-t-il des normes ou lignes directrices pour la restauration des sites miniers au monde et en Afrique francophone, sachant qu'un peu plus loin dans le chat, notre collègue précise qu'il existe le traité de Bonn challenge sur la restauration des paysages. Donc, je ne sais pas si c'est un début de réponse à la question qui est posée. Par ailleurs, je vois qu'il y a M. Dédé Kendi qui a levé la main, donc pour poser une question. Je vous écoute. On ne vous entend pas, malheureusement. Donc, je vois que mon micro est ouvert. OK. Sinon, je vois qu'il y a M. Blair également qui voulait poser une question. Donc, M. Blair, je vous invite à poser votre question, puis ensuite, je reviendrai vers vous, M. Kendi.
Oui, merci, merci. C'est un très bon tour d'horizon. Et je m'appelle Blair Rourke et je suis un économiste en retraite, longuement en retraite. Vous avez dit beaucoup de choses au cours des coûts de toutes les choses. Je pense qu'on doit faire plus d'emphasis sur le coût. Et c'est le premier point de vue. Et secondement, je pense que les comparaisons de l'Afrique et les États-Unis, le Canada, l'Australie, il y a un peu de problème avec ça parce que je pense que les mines en Afrique sont dans les régions où il y a beaucoup plus de population. Et à cause de ça, c'est un grand plus problème que les nombres de conversions indiquent. C'est mon deuxième point. Merci beaucoup. Premièrement, plus d'informations au sujet des coûts et de bénéfices, une comparaison comme ça. Et le plus important de ce problème en Afrique, en comparaison avec presque comme Australie, il y a dans la région loin, il y a peu de population. Fini, merci. Merci pour vos questions. Monsieur Dedekendi, est-ce que vous avez réussi à régler votre problème de son? Oui, je crois. Je ne sais Super, pas si on vous entend. Excellent. Parfait. OK, je suis Nance Dedekendi, étudiant en droit international à l'Université de Montréal. Alors, c'est une question de curiosité que je pose. Je voudrais savoir si l'intervenant a tenu compte de l'équilibre entre l'intérêt de l'État ainsi que les intérêts des sociétés minières, dans la mesure où la question de l'équilibre entre la restauration des sites et l'équilibre social tel qu'il a si bien dit, ainsi que les objectifs de développement durable présentent une contrainte économique. Je ne sais pas s'il a pensé également au fait que la restauration de sites miniers, particulièrement pour ce qui est de l'expérience de certains États africains, particulièrement de la République démocratique du Congo, la restauration de sites miniers peut paraître assez coûteuse et ça peut rendre assez réticents les investisseurs et même frustrant les investisseurs. Je voudrais vraiment savoir s'il a tenu compte de l'équilibre entre ces intérêts, en tenant compte bien évidemment des réalités de certains États africains, dont la République démocratique du Congo. Merci. Merci. Merci pour votre question. Je vois qu'il y a une autre main levée. Monsieur Anne, je crois. Si je me fie à ce que je vois sur l'écran, là, c'est Hans DJ64, signe de dollar. Donc, à vous la parole, monsieur. Là, je vous laisse poser la question. On ne vous entend pas, malheureusement. OK, bonjour. Bonjour. OK, c'est Hans Djamba, Dr. Hans Djamba de l'université North Central University ici aux États-Unis. Je suis très content de voir cette conférence. Et je sais que moi-même, là, je venais de terminer ma thèse l'année passée sur... c'est M. Hans Djamba. Hans Djamba, oui. Alors, j'ai terminé ma thèse l'année passée à North Central University, en Arizona, et aux États-Unis. Ce qui fait que dans ma thèse, j'ai fait une combinaison que beaucoup de gens ont apprécié en faisant ceci, en mettant les IFRS. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le système comptable international qui contrôle actuellement les grandes multinationales. Et également, spécialement sur les IFRS 6. Parce que les IFRS 6, ce sont les IFRS qui sont focus seulement sur le secteur minier. Okay. Et il s'est fait que le fait que le secteur minier, moi j'appelle ça, c'est le secteur capricieux. C'est le secteur le plus capricieux de l'économie mondiale. Et également au niveau du board de IFRS 6, chaque fois qu'il constate qu'il y a telle année, il devait arrêter pour amener les standards en question vers un standard qui va réduire la pollution. Comme ils sont, comme je dis, ils comprennent comme étant un enfant gâté. Au niveau même des boards, les boards n'arrivent pas même à faire pression sur le pays
Ok. Parce que la richesse, c'est-à-dire tout le monde se dit, OK, nous devons combattre le changement climatique à travers le secteur minier, la transition écologique, mais au même moment, l'inverse aussi est là. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de combattre la transition, c'est-à-dire vous êtes en train de développer des choses pour combattre le changement climatique, vous utilisez la pollution. La pollution prend encore de l'espace et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mes conclusions, je pourrais aller très trop vite en disant ceci. Ma préoccupation, c'est que je suis d'accord avec les panels, celui qui parlait, qu'on ne va pas arrêter ces choses-là du coup comme ça. S'il y a plutôt un problème important que nous devons régler, c'est qu'il faudrait qu'il y ait la responsabilité environnementale dans la tête des gens. En principe, pour moi, j'estime que c'est actuellement un des problèmes qu'on doit faire, sinon nos enfants, nos petits-enfants vont cracher sur nos tombes un jour. Okay. Merci. Il faudrait nécessairement mettre cet aspect-là dans, que ce soit un principe sacré de l'éducation environnementale, quel que soit le niveau, quel que soit le pays. Okay. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Yves Dady, je me propose peut-être de formuler une dernière question que j'ai vue dans le chat, puis ensuite, je vous donne la parole pour que vous puissiez répondre en bloc aux différentes questions, puis on refera un deuxième tour là, pour des questions différentes. Donc, dans le chat, il y a un intervenant qui pose la question suivante. Donc, ma question est la suivante. Vous proposez un meilleur encadrement juridique et la création d'un fonds par les minières. Actuellement, l'ensemble des externalités négatives semble être prises en charge par les États. Et il semble qu'il y a souvent une course à la baisse des régulations sociales et environnementales pour faire entrer des capitaux étrangers. Serait-il souhaitable, selon vous, que des mécanismes supranationaux obligent les minières à créer ces types de fonds pour éviter le dumping régulatoire ou bien la responsabilité doit-elle demeurer au niveau des États? Et je me permettrais justement dans le prolongement de ces questions-là, justement, ça m'a marqué dans vos conclusions, Yves Dady, vous suggériez justement un meilleur encadrement juridique. Je me demandais dans un premier temps à quel niveau vous souhaitez ce meilleur encadrement-là? Est-ce que c'était à tout niveau, du niveau national jusqu'au niveau international, en passant par le niveau régional? Et en l'occurrence, il me semble que pour l'instant, il y a une bonne partie de la responsabilité au niveau de la restauration qui est effectivement assumée par les États. Donc, je me demandais, dans votre perspective, jusqu'à quel point les entreprises et les acteurs privés ont également une responsabilité et devraient contribuer plus qu'ils le font en ce moment au processus de restauration. Okay. Voilà. OK. Merci bien, Frédéric, dans le chat et aussi François pour la question. Effectivement, comme je l'ai présenté dans mes recommandations, c'est important qu'il y ait un meilleur encadrement juridique. Pourquoi je le dis? Parce qu'au fait, l'encadrement juridique, c'est qu'il y ait une certaine contrainte pour permettre la restauration des sites miniers après leur fermeture. Parce qu'au fait, le problème des sites miniers abandonnés, c'est qu'auparavant, il n'y avait pas de normes environnementales. Les compagnies minières venaient juste exploiter et lorsqu'ils étaient en fin de cycle, eh bien, ces compagnies partaient et laissaient tous les dommages qu'il y avait à l'environnement et sur ces sites. Et aujourd'hui, actuellement, ce n'est plus acceptable. C'est pour ça que, par exemple, pour donner un cas concret, celui du Québec, parce que je suis ici au Québec et notamment l'Institut de recherche en milieu et environnement, il y a une directive très célèbre au niveau des compagnies minières qu'on appelle, par exemple, la directive 019. Donc, toutes les compagnies minières qui exercent au Québec connaissent bien cette directive, la directive 019. C'est cette directive qui rassemble notamment tout l'arsenal juridique autour de la façon dont les activités minières doivent être menées et aussi les différentes activités de restauration. Notamment dans cet arsenal juridique, c'est plutôt une obligation pour les minières, avant même de commencer les activités, de pouvoir, comme on dit, sécuriser un certain fonds. J'ai parlé notamment aussi d'un fonds de réhabilitation. Ils doivent d'abord donner comme gage avant de pouvoir commencer toute exploration. Et ici, au Québec, notamment, ça marche. C'est pour ça que maintenant, le phénomène des sites miniers abandonnés s'est arrêté parce que toute compagnie minière
c'est qu'avant de pouvoir commencer ces activités, elle doit d'abord sécuriser un fonds qui est non remboursable et qui est réservé pour pouvoir assurer comment dire, la restauration complète des sites. C'est sûr que le gouvernement peut intervenir à un certain niveau selon les différentes ententes, mais moi, je pense que ça marche très bien au Québec et je pense que le Québec peut servir d'exemple, notamment pour d'autres pays, pour pouvoir aussi appliquer ce système. Et pour revenir un peu par rapport à cela, je dirais également que je pense que les compagnies minières sont à même de pouvoir se plier à ce genre comment dire, à ce genre de contraintes du point de vue juridique, non seulement au niveau national, mais même aussi au niveau supranational. Parce que je pense que là, c'est important que c'est là où je pense que le droit international a vraiment toute son importance. Parce que les compagnies minières, généralement, qui exercent en Afrique, ont comment dire, leur maison mère, comme on dit, ou bien leur référence dans les pays développés, où là, il y a des normes environnementales plus fortes. C'est peut-être de voir au niveau du droit international comment faire pour que ces compagnies environnementales qui respectent les mêmes normes, qui respectent les normes environnementales chez elles, puissent également les respecter en Afrique. Je pense que c'est vraiment là où le droit international doit jouer son rôle pour que les gouvernements au niveau national, on sait qu'il y a parfois des problèmes de gouvernance, de corruption, etc., qui font que certaines compagnies minières ont plus de flexibilité que lorsqu'ils sont en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord. Et donc, je pense que ce serait important qu'au niveau international, du droit international, il y ait quelque chose qui se fasse à ce niveau-là. Mais bien sûr, on ne peut pas exclure la responsabilité de chaque gouvernement, parce qu'en réalité, les milieux, les sites miniers qui sont abandonnés, c'est au niveau de ces pays-là. Les conséquences qu'il y a au niveau de l'environnement, des écosystèmes, c'est à ce pays-là et à leur génération de pouvoir y faire face. Donc, pour moi, il doit y avoir un arsenal juridique à tous les niveaux. Pour ce qui concerne, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. François? Oui, merci. Parfait. Comme ça, je vais passer rapidement, comme le temps file, je vais passer rapidement à la question d'Alain Parfait sur les lignes directrices de restauration des sites de restauration des sites miniers au monde et en Afrique francophone. Ouais, effectivement, cette question rejoint ce que je viens de dire précédemment. Il existe des lignes directrices de restauration, mais tout dépend maintenant du niveau de détail. Parce que comme vous avez, par exemple, dans différents pays, notamment dans différents pays africains, vous avez le code minier. Généralement, on fait parfois une vague référence à la restauration des sites miniers et tout. Et moi, je pense qu'il serait important que l'arsenal juridique soit un peu plus poussé et qu'il y ait plus de détails qui soient donnés sur comment ces compagnies, comment, disons, cette restauration des sites peut se faire après que, même pas après, mais avant, pendant et après les activités minières. Parce qu'actuellement, c'est ça l'approche, de pouvoir faire que la restauration des sites miniers accompagne toute l'activité même de l'exploitation minière. Ça, c'est une chose. Pour ce qui concerne les autres pays au monde, j'ai donné directement l'exemple du Québec, où on parle de la directive 019. C'est cette directive qui encadre toutes les lignes directrices de restauration des sites miniers. Ça s'appelle la directive 019. Comme je vous dis, toutes les compagnies minières savent de quoi il s'agit. Ils savent quels sont les différents critères en termes de contamination de l'environnement qui doivent être respectés. Et au niveau du ministère de l'Environnement, il y a tout un suivi et des audits qui sont faits par rapport à cela. Et donc, je pense que ça serait important que cela soit aussi élaboré à ce niveau. Monsieur Blair, vous parlez un peu du problème de coût-bénéfice de la restauration. Effectivement, c'est sûr que la restauration des sites miniers a un prix. Mais moi, je pense quelque part que pour ce qui concerne l'exploitation minière, à mon humble avis, les compagnies minières font suffisamment de bénéfices. Les marges bénéficiaires sont suffisamment élevées pour pouvoir garantir la restauration des sites miniers. Je pense que si ils arrivent à le faire ici, notamment au Québec ou au Canada en général et dans d'autres pays, je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas aussi s'appliquer au niveau de l'Afrique. Je pense qu'ils ont la capacité financière de pouvoir l'assurer. Et s'il faut revenir un peu aussi, en faire encore le lien avec Nonce, justement, qui parlait de l'intérêt des États et des sociétés minières, je dirais qu'effectivement, il s'agit de trouver un terrain d'entente. C'est sûr que les sociétés minières ont besoin de pouvoir exploiter les ressources,
c'est vrai que ça génère beaucoup de revenus. Je pense qu'il est tout à fait juste pour l'État de pouvoir demander une certaine garantie parce qu'après ces activités, l'empreinte environnementale sera importante. Les populations, parce que j'ai parlé notamment du développement durable, ici pour ce qui concerne les populations. C'est vrai que dans un premier temps, quand on parle des activités minières, les populations, ça dépend. En Afrique, généralement, ils considèrent la venue d'une compagnie minière comme étant une opportunité, notamment pour le travail et tout le reste. Donc, ça répond, comme je vous ai expliqué au début, à certains objectifs du développement durable, notamment pour un emploi et tout le reste, pour générer des revenus, lutter contre la pauvreté, parce que les ressources au niveau financier seront peut-être plus élevées avec la compagnie. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a plus les activités? C'est à ce moment-là que ces populations sont abandonnées à elles-mêmes. Et là, maintenant, ces populations sont maintenant à la charge de l'État. D'où, je pense que l'État ne doit pas avoir une vision myope, mais plutôt une vision à long terme des choses, ne pas seulement voir le bénéfice immédiat, mais voir également ce qui va se passer par après. Et M. Blair l'a notamment évoqué en disant qu'il y a une différence entre les sites miniers abandonnés au niveau de l'Afrique, où là, vous avez une forte concentration des populations et donc, les effets négatifs peuvent être plus importants par rapport, par exemple, à d'autres sites comme en Australie, par exemple, où c'est fait dans des zones désertiques, bien que c'est sûr que l'empreinte est toujours réelle. Donc, raison de plus encore pour que nos États aient un intérêt conséquent à pouvoir encadrer la restauration des sites miniers et à empêcher à ce que le passif environnemental au niveau des pays africains puisse augmenter avec l'augmentation des activités minières dues notamment aux besoins de l'humanité en transition écologique, etc., etc. Donc, on ne peut pas juste se contenter de pouvoir exploiter encore plus de mines et tout. Non, ça, justement, ce n'est pas durable. Il est important de penser et à l'exploitation parce que, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est une source non négligeable de revenus pour beaucoup de pays, notamment la République démocratique du Congo, mais on ne peut pas le voir que du point de vue du prisme économique. Ce n'est justement plus tenable, et moi je dirais même socialement, c'est juste plus acceptable. Donc, cela doit être mené conjointement. Et donc, et là, je suis d'accord avec M. Hans Njamba sur le fait qu'il faut une conscientisation. Oui, il faut justement une conscientisation, surtout de la nouvelle génération, parce qu'on ne peut plus se permettre à ce que ce qu'il y a eu avant comme catastrophe écologique et tout dû aux sites miniers abandonnés, que cela puisse continuer, notamment dans les pays africains. Je donne par exemple l'exemple du Québec, puisque c'est l'exemple que je connais bien. Ça, un site minier abandonné, ce n'est plus acceptable. C'est juridiquement plus acceptable d'avoir un site minier abandonné. Non. Les réglementations juridiques ont changé. Mais maintenant, au niveau africain, les choses se passent comme s'il n'y a jamais eu des objectifs du millénaire pour le développement. C'est comme s'il n'y a jamais des objectifs de développement durable. Et je vous ai donné un exemple de ce que j'appelle la décennie sur la restauration des écosystèmes. Vous voyez, cette décennie sur la restauration des écosystèmes, pour faire un peu le lien directement avec les objectifs de développement durable, a commencé 5 ans après les objectifs du développement durable. Où on dit de 2021 à 2030, il y aura des actions au niveau mondial qui vont se faire pour pouvoir favoriser la restauration des écosystèmes. Et justement, moi, je pense que ça, c'est un levier important. C'est un levier important que les pays africains devraient utiliser pour pouvoir justement promouvoir la restauration de ces sites-là. Parce que nous sommes dans une décennie qui va qui va se terminer aussi en 2030, comme les objectifs du développement durable. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment l'opportunité pour les gouvernements de pouvoir créer des synergies pour notamment trouver des financements pour la restauration des sites. Parce qu'il y a des financements qui sont mobilisés et qui vont encore être mobilisés, notamment pour la restauration des terres dégradées. Et donc, c'est au gouvernement de pouvoir aussi intégrer ces sites miniers abandonnés dans ces programmes au niveau mondial, tels que la décennie de la restauration des écosystèmes. Et notamment, M. Alain Parfait a parlé de la Convention de Bonn et tout. Donc, tout ça, ça entre dans ce même cadre. Je pense avoir fait le tour des différentes questions, je pense. Allô? Allô? Oui, Je m'excuse. Oui, je voudrais seulement dire quelque chose en disant ceci, que dans mes recherches que j'avais faites l'année passée, ma défense, il y a un élément important sur lequel je suis en train d'insister. Aujourd'hui, si on ne sait pas, on déjà ferme les yeux, seulement vont faire des histoires de biodiversité, ainsi de suite, alors que plutôt l'aspect financier, c'est l'aspect qui a aussi un rôle à jouer.
C'est là où, à mon niveau, au niveau de ma thèse, j'ai développé ce qu'on appelle aujourd'hui le green accounting, okay? Pour dire qu'au lieu que, par exemple, qu'on tienne compte seulement des réalités des états financiers que les entreprises le font, il faudrait commencer à faire ça déjà à l'origine, sous forme de standards. Et c'est sur base de ces standards-là qu'on peut suivre un peu les entreprises et voir, quelqu'un peut aller au-delà, comme ça peut exister dans certains mécanismes, mais au moins que les green accounting soit quelque chose de départ, et avec les entreprises, bien sûr, et ces entreprises-là doivent maîtriser non pas seulement leurs finances, mais aussi la performance environnementale. Parce que tant que ces entreprises-là n'arrivent pas à mener la performance environnementale à un niveau où la vie sera à l'aise au niveau des populations, ça ne changera pas. Parce qu'eux voient leur maximisation du bénéfice, mais en tout temps, la population voit leur diminution et leur vulnérabilité augmenter. Vous avez raison. C'est pour ça que justement, je dis que l'encadrement juridique est important. Je crois que nos chercheurs juristes ont un rôle important à jouer parce que c'est au moins par le mécanisme juridique qu'on assure la contrainte. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, comme j'ai parlé des projets multidisciplinaires, c'est important de pouvoir penser à ça. Il y a notamment des notions telles que des notions de mine verte, par exemple, qui Voilà. plus ou moins en lien à ce que tu es en train de dire. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment, c'est tout un terrain qui est encore, qui n'est pas encore exploité, où il y a vraiment beaucoup de recherches qui peuvent être menées dans ce sens-là. Voilà ce que je peux dire brièvement. Merci. Merci beaucoup. Je vois personne d'autre qui a levé la main, donc je me permets peut-être une ou deux questions. Ah, il y a Blaise Pascal qui vient de lever la main. Je poserai mes questions par la suite. Blaise Pascal. Merci, merci, professeur François Roch. J'ai juste quelques petites questions à poser à l'orateur du jour. Je le félicite d'abord pour cette excellente présentation. On a beaucoup appris en tout cas. Ma première question porte sur les 4 types de restauration dont vous avez parlé. Vous avez parlé du nettoyage, de la restauration écologique, la réhabilitation et puis la régénération naturelle. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, j'aimerais savoir quelle est la meilleure option. Est-ce qu'il existe une meilleure option par rapport à ces 4 types de restauration? Ma seconde question, c'est par rapport aussi vous avez parlé de la restauration écologique et là, vous dites que c'est le retour à la forme initiale. Est-ce que ce n'est pas une utopie? Est-ce que c'est possible qu'un écosystème puisse retourner à la forme initiale avec toutes ses fonctions? Ma troisième question, parce que j'ai vu qu'on a beaucoup parlé de la capacité financière. Moi, je m'en vais sur le plan technique, sur le plan de la capacité technique. Je suis en train de me poser la question parce que, bon, je connais un tout petit peu comment fonctionnent nos institutions au niveau environnemental au pays. Nous avons une agence sur l'ACE, donc l'agence sur le contrôle environnemental. Alors, je sais comment certaines structures sur le plan du contrôle des impacts sur l'environnement fonctionnent. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a une capacité technique avérée pour, n'est-ce pas, vérifier si ces restaurations, si elles se passent en Afrique, si ces restaurations se passent bien ou bien on devrait encore recourir à des expertises externes ou bien est-ce qu'il y a du travail à faire au niveau de la capacité technique pour vérifier, n'est-ce pas, cette régénération, cette restauration des sites miniers. Mon autre question porte sur, vous avez parlé des différentes études, vous avez fait des études sur l'Afrique, sur comment les études sur la restauration et vous avez souligné qu'il y a il n'y a pas assez d'attention sur comment la restauration des sites miniers. Et dans votre tableau, vous avez mentionné qu'il y a 6 études au niveau de la RDC et je suis en train de me demander si ces études-là ont un impact actuellement dans ce domaine-là, donc dans le domaine de la restauration. Je sais qu'il y a beaucoup de catastrophes aujourd'hui avec les industries extractives en RDC. Je suis en train de me poser la question si ces études-là ont eu un impact positif dans
dans la restauration des sites miniers ou soit dans la prise en charge, n'est-ce pas, de ces questions au plus haut niveau de notre pays. Voilà, je me limite là. Pardon, François. Oui, merci beaucoup, Blaise Pascal. Pardon? Vous permettez que je puisse répondre rapidement pour gagner un peu plus de temps? Oui, bien regardez, je prendrais peut-être, je me suis réservé une question, mais il y a aussi M. Junior Kabangué qui a levé la main. Donc, ce seraient les dernières questions. Après, ben, je vous laisserai la parole pour répondre aux questions et le mot de la fin. Parfait. M. Kabangué? Oui, bonjour à tous. Et d'abord, je m'excuse parce que j'ai eu un problème de connexion. Donc, je n'ai pas pu vraiment suivre toute la discussion, surtout au niveau des questions. Alors, je me permets quand même d'intervenir quand même parce que dans ma spécialisation, j'ai un regard sur les aspects du développement durable en rapport avec le secteur minier. Et cette question de la restauration des sites miniers est une question sur laquelle je porte quand même un intérêt. Alors, peut-être partager un peu mon expérience parce que j'ai eu à faire une étude comparative entre l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Congo et le quatrième pays. Ça fait quand même longtemps, j'ai oublié. Alors, je pense que au niveau des acteurs, on a cité l'État, la société civile, ce que j'ai cru comprendre, et puis les compagnies minières elles-mêmes. Mais j'aimerais quand même insister sur le fait que l'État a un très grand rôle à jouer. Un très grand rôle à jouer dans la mesure où, même lorsque les mécanismes juridiques existent, il faudrait veiller à ce qu'on les applique. Et généralement, on est confronté, si je me place du point de vue de l'expérience sud-africaine, à deux modèles. Un modèle, c'est celui où on exige aux compagnies minières de verser une caution avant de commencer l'exploitation. Et cette caution, alors le débat est parfois, est-ce qu'il faudrait la remettre à l'État, de sorte qu'à la fin de l'exploitation, l'État lui-même prenne en charge la remise en état du sol, ou est-ce qu'il faudrait garder cet argent dans un compte où ni l'État ni personne ne va y toucher jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'exploitation? Je ne sais pas, peut-être sur cette question, quelle serait votre opinion, n'est-ce pas? Et puis, j'aimerais aussi insister sur le fait que, du point de vue juridique, il faut armer les communautés locales parce qu'elles sont les premières à subir l'impact des effets environnementaux qui découleraient de la non-remise en état du sol. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des communautés locales pour qu'elles apprennent à savoir comment utiliser les mécanismes juridiques qui existent déjà d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Vous avez évoqué les conventions internationales, donc il y a quand même la possibilité de faire pression sur l'État ou les compagnies minières pour que le sol soit remis en état. Donc, peut-être ma question sera simplement sur les options à lever. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait laisser à l'État payer une caution et plus tard, à la fin, que l'État prenne en charge cela, ou il faudrait mettre cet argent dans un compte à part et attendre qu'on termine l'exploitation pour utiliser cet argent? Peut-être que je vais juste me limiter à cet aspect. Merci. Merci, professeur. Merci pour votre question. Écoutez, je me permets rapidement une dernière question. Vous avez évoqué la directive 019. Vous dites qu'au Québec, tout le secteur minier connaît cette directive-là. Compte tenu de l'importance de l'encadrement juridique plus serré que vous souhaitez, je me demandais quelles étaient les conséquences justement sur le plan juridique de la violation d'une telle directive. Mon sentiment, c'est qu'il y a comme un double enjeu ou un triple enjeu sur le plan juridique. Il y a l'existence d'un cadre normatif suffisant, donc il y a une dimension normative qui est importante du point de vue du lege ferenda, donc il y a des modifications nécessaires, si je comprends bien votre exposé, mais il y a aussi la question de l'effectivité de ces normes-là. Donc, éventuellement, il me semble que la violation d'une telle directive n'entraîne peut-être pas nécessairement des conséquences évidentes sur le plan de la responsabilité. Donc, est-ce qu'on peut rester sur le terrain de la soft law ou ça prend quand même des normes relativement musclées avec possibilité de judiciarisation également de ces questions-là?
Donc, si on prend l'exemple de la directive 019, ben, quelles sont les conséquences? À supposer qu'une entreprise minière violerait cette directive-là. Voilà. Donc, je vous laisse la parole pour répondre aux différentes questions, puis ensuite, il y aura le mot de la fin. Okay, parfait. Merci François. Merci à tout le monde pour les différentes questions. Donc, je commencerai d'abord par la question de Blaise Pascal qui demandait quelle était la meilleure option entre restauration écologique, réhabilitation, nettoyage écologique, régénération naturelle. Je dirais brièvement que ça dépend premièrement du niveau de dégradation du site. Donc, c'est ça qui va permettre de savoir si, premièrement, il faudrait d'abord faire un nettoyage écologique qui peut être important. Par exemple, si le site a été fortement pollué, ce serait peut-être important de faire un nettoyage écologique. Dans le cas où le site est plus ou moins résilient, plus ou moins préservé, à ce moment-là, on peut par exemple favoriser une régénération naturelle. Ça peut également arriver. Sauf seulement que pour revenir à la question de la restauration écologique où on le définissait comme étant une remise à l'état initial, c'est sûr que ça fait vraiment débat au niveau des écologistes de la restauration, mais c'est sûr que ça serait difficile ou bien ça prendrait un temps très long pour pouvoir revenir à l'état initial. C'est pour ça que certains proposent à ce qu'il y ait des mesures, des interventions qui soient faites pour avoir au moins un état acceptable, puisqu'on ne peut pas avoir un état initial, ou bien tout simplement, ça prendrait beaucoup trop de temps, peut-être jusqu'à des siècles, pour revenir à l'état d'antan. Donc, c'est même pour cette raison que, pour ce qui concerne, par exemple, la réallocation, je vous donne un exemple très pratique. Il y a certains anciens sites miniers qui sont devenus des terrains de golf, par exemple. Ce n'était pas ça avant, mais ils ont trouvé que ça aurait été plus facile de pouvoir les transformer en un terrain de golf et générer des nouvelles activités là-dessus. Donc, tout dépend, bien sûr, des conditions et des objectifs qui sont poursuivis. Aussi, Blaise Pascal posait la question sur la capacité technique. Bon, effectivement, c'est même pour cette raison-là, quand on parle de restauration des sites miniers, on a besoin justement que cette capacité technique soit développée. Ici, par exemple, au Québec, vous avez notamment l'exemple de l'Institut de recherche en milieu et environnement. Ça forme justement des personnes qui seront prêtes à pouvoir intervenir de manière technique sur la restauration des sites miniers. Les professeurs font de la recherche autour de ça. Et donc, quelque part, on pourrait dire que dans un avenir proche, on aurait aussi besoin que cette capacité technique soit effectivement développée et on peut notamment bénéficier de l'expérience notamment québécoise dans le cadre, par exemple, des partenariats pour pouvoir développer ces capacités techniques parce que le besoin existe. Je ne sais pas, il y avait peut-être encore une question que tu avais posée sur les études en Afrique. Hein, je n'avais pas bien suivi. Mais tu avais posé une question autour des études en Afrique, s'il y avait suffisamment, je pense, d'études qui ont été menées. Ah oui, au niveau quand je parlais du Katanga, est-ce que cela a été appliqué? Ce que je peux dire brièvement, c'est quoi? C'est que les premières études qui sont menées, c'est plus pour pouvoir détecter ce qu'on appelle des espèces résistantes à des milieux plus ou moins pollués par les activités minières, comment ces espèces notamment peuvent aider à une première étape de la restauration écologique. Donc, vraiment, les études sont encore embryonnaires, sont encore au niveau d'identifier, par exemple, ces espèces qui peuvent aider à une récolonisation du site après les activités minières. Mais des projets de recherche qui visent directement la restauration complète des sites miniers. Peut-être qu'au niveau de l'Afrique du Sud, ils commencent petit à petit, mais au niveau de l'Afrique francophone, je doute fort que cela soit encore le cas. Donc, il y a encore beaucoup de choses à explorer à ce niveau-là. Pour revenir un peu à la question du professeur Kabange, il demandait justement si, pour moi, je considérais l'option de pouvoir remettre un fonds à l'État pour la restauration ou un fonds privé. C'est sûr que c'est une question un peu complexe, mais une chose est vraie, c'est que tout dépend de... Comment on peut dire? Tout dépend en fait des objectifs qu'on voudrait poursuivre et aussi quelque part aussi de la gouvernance et du fait qu'il y ait vraiment un suivi qui se fasse pour que tout ce qui a été planifié au niveau de la restauration puisse être fait. Moi, je trouve qu'on peut trouver
une option intermédiaire, c'est-à-dire qu'il peut arriver qu'une partie du fonds soit récupérée par l'État, parce que peut-être l'État a des besoins directs liés, par exemple, à la sécurisation de ces sites juste après la cessation des activités minières. Le site doit notamment être nettoyé, sécurisé, ça ne peut pas attendre. Et là, c'est notamment l'État qui, dans certains pays comme en République démocratique du Congo, est propriétaire du sol et du sous-sol, qui peut intervenir. Donc, l'État a quand même besoin des moyens. Et puis, à moyen et à plus long terme, ça serait peut-être intéressant d'avoir ce qu'on appelle par exemple des trusts. Et là, en collaboration, et là, je viens avec les communautés locales, parce que comme vous l'avez dit, les communautés locales sont les premières victimes des effets ces sites, de la présence de ces sites miniers abandonnés et tout. Et donc, il faudrait qu'il y ait une association entre l'État, le privé et puis les communautés locales, notamment sous forme d'un trust pour qu'il y ait une cogestion autour de ce fonds-là. Donc, je pense que ça pourrait être la meilleure approche. Et même au niveau, par exemple, du Québec, c'est aussi le cas, notamment avec les peuples autochtones, où, on retrouve dans leur zone beaucoup de sites miniers abandonnés. Et je pense que les peuples autochtones sont également impliqués dans les processus de restauration de ces sites dans leur zone. Donc, ça rejoint un peu ce que j'ai dit auparavant. Voilà. Et... Je voulais dire, bon, je voulais poser une question, je m'excuse beaucoup, je n'étais pas interrompu. Je voulais seulement poser une petite question parce que ça, c'est par rapport aux réalités des États-Unis, où je voudrais poser la question. Ici aux États-Unis, souvent, c'est le Environmental and Protection Agency qui sélectionne, ils font l'appel d'offres et les gens arrivent. Donc, comme maintenant, là, je suis en train de voir déjà 5, en une journée, 5 entreprises qui ont été désignées pour aller restaurer. Aujourd'hui seulement, aux États-Unis. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une histoire de tic au tac à ce moment. Parce que dans les cas de notre... Bon, je m'excuse, je suis d'origine de la RDC, mais dans le cas de la RDC, je ne dis pas que comment on appelle ça, l'ACE n'est pas compétent. Non, je connais ce monsieur. Il est sérieux, il est posé. Et il est vraiment organisé aussi. Donc, ce qui est plus important, c'est de garantir seulement que, effectivement, cet argent-là doit aller dans ce sens-là. De deux, si on va dans les IFRS 6, le système comptable international, là, sur ce que tu avais dit, 6, sur les miniers, les secteurs miniers, en principe, il y a une disposition qui dit que s'il y a un problème de restauration, il y a même les intérêts qui courent. Vous comprenez? Ça, on est vraiment dans le système américain, où les intérêts courent jusqu'à ce que vous allez terminer votre problème au niveau du tribunal, que cet argent-là vous sera donné pour nettoyer le terrain en question. Voilà en bref ce que je voulais ajouter. Merci. Merci. Je voudrais juste rebondir peut-être sur ton commentaire, justement, pour répondre un peu notamment à la question aussi que Blaise Pascal avait posée justement sur les capacités techniques, je crois, de l'Agence congolaise pour l'environnement. Donc, effectivement, comme je le dis, bon, tout dépend de ce qu'ils ont à porter de main et des différentes expertises qu'ils peuvent avoir. Mais une chose est vraie, c'est qu'en termes de restauration des sites miniers, il n'y a pas une forte expertise qui est développée. Et puis, soit dit en passant, la restauration des sites miniers, c'est une science jeune. Je peux vous dire que ça n'a à peine que 50 ans. C'est à peine 50 ans qu'on parle vraiment de la restauration des sites miniers, même ici au Québec ou au Canada. Donc, c'est quelque chose qui est relativement jeune, où il y a encore des techniques qui sont développées dans ce sens. Donc, à combien plus forte raison chez nous. Et justement, pour peut-être revenir à la question aussi de François sur la directive 019, quelles peuvent être les conséquences juridiques? Bon, c'est sûr que ça, c'est vrai que je ne suis pas juriste, mais j'imagine bien qu'il y a des niveaux d'infraction qui ne peuvent pas être dépassés, ça c'est clair. Parce que quand on parle des activités minières, on parle de la pollution des rivières, on parle des problèmes d'intoxication et tout le reste. Donc, ça m'étonnerait franchement qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait pas de conséquences juridiques par rapport à ces activités. Je donne par exemple un exemple. Ici au Québec, lorsqu'il y a un déversement dangereux, ce déversement dangereux doit être signalé. Je connais par exemple un collègue qui a fini un institut de recherche en mines et environnement qui travaille notamment au ministère
de l'environnement des ressources naturelles concernant les déversements des produits dangereux. Cela doit être obligatoirement signalé. Et le fait de ne pas pouvoir signaler ça, par exemple, ça va provoquer des poursuites juridiques parce que ça peut avoir des conséquences sur la santé des populations. Ça, c'est une des choses. Mais je veux aussi revenir aussi sur un autre aspect quand tu parlais de la soft law. En fait, c'est vrai, il peut exister la soft law, mais en même temps, avec l'évolution des mentalités, lorsqu'on parle par exemple de la RSE, il y a aussi l'aspect de la réputation. Je pense que parfois, la réputation de certaines sociétés minières est bien plus importante que le paiement, par exemple, des amendes ou bien une autre forme de coercition. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça joue surtout avec la nouvelle génération. Quand on apprend, par exemple, que telle société minière n'a pas été correcte dans sa façon de pouvoir exercer ses activités, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement, avec maintenant les réseaux sociaux et tout ça, ça court très vite. Et alors, beaucoup de ces entreprises minières ont maintenant très peur par rapport à leur réputation. Et donc, ils font quand même un effort pour qu'il n'y ait pas ce genre de scandale. Donc, quelque part, je trouve que ces deux notions de la soft law et puis également de l'utilisation des contraintes juridiques. Je pense que c'est important que les deux puissent marcher ensemble et spécialement dans les réalités que nous avons aujourd'hui par rapport à l'évolution des mentalités. Dans les pays africains, je crois que ça serait quand même important que la loi soit quand même plus dure parce que depuis très longtemps, il y a eu un laisser-aller, pas nécessairement toujours à cause de la faute des compagnies minières, parce que, soit dit en passant, on parlait un peu des montants et tout. Il y a des compagnies minières parfois qui disent qu'eux, ils ont donné à l'État ce que l'État avait demandé, par exemple, par rapport à la restauration des sites. Et que par conséquent, si le travail n'est pas fait, on ne devrait pas dire que c'est la faute de la compagnie minière. Donc, il y a parfois différents types de circonstances et c'est important de pouvoir traiter cela au cas par cas. Voilà ce que je peux dire brièvement par rapport à cela. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Merci beaucoup, chers collègues. Écoutez, il est 14h11, donc on a dépassé de quelques minutes le temps qui était prévu pour la présentation d'aujourd'hui. Blaise Pascal, est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Saluer les participants? En tout cas, nous sommes très contents de la présentation. D'abord, félicitations au professeur Yves Dadi Boutou là, pour cette brillante présentation et puis la prise en charge des questions. C'était assez impressionnant. Nous avons beaucoup appris et je remercie particulièrement aussi tous les participants de partout parce qu'ils sont au Congo, aux États-Unis, ici au Canada et ailleurs pour avoir participé à cette première conférence, la première conférence midi d'un long cycle qui est lancé aujourd'hui. Et voilà, je crois que peut-être pour les annonces, prochainement, il y aura une autre conférence que je donnerai. Ça sera le 15 juin prochain sur l'implémentation des ODD en République démocratique du Congo et au Maroc. Donc, je crois que je peux me limiter là. Et puis, François, vous avez la parole. Merci. Parfait. Ben, écoutez, oui, je pense qu'on peut applaudir notre conférencier. Écoutez, comme Blaise Pascal l'a souligné, c'était la première d'une série de conférences. Donc, je vous invite à aller sur notre site, sur le site de l'Observatoire, sur l'agenda 2030 des Nations unies. Puis écoutez, je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses à participer à cette activité. Puis au plaisir de vous revoir très bientôt pour une seconde conférence. Et éventuellement, je rappelle, en tout cas pour ceux et celles qui s'intéressent particulièrement à l'Afrique, qu'on est en train de travailler sur un ouvrage, Blaise Pascal et moi, qui va porter justement sur l'agenda, non pas 2030, mais sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et en 2023, c'était, si on veut, la première période de 10 ans, le premier plan décennal qui se terminait. Donc, c'est l'occasion peut-être de faire le point, puis d'y aller d'un premier bilan, puis de penser aux perspectives d'avenir concernant cet agenda. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos travaux. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde et merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Au revoir.